Le 15 octobre 2021, vendredi. Une journée d'automne ordinaire dans la ville provinciale de Tikhogorsk. Dans l'école numéro 156, la dernière sonnerie a retenti. Aliza Kravtsova a dit au revoir à ses amis à la porte de l'école à 14h38. La caméra de surveillance d'un magasin voisin a enregistré comment elle se dirigeait vers sa maison dans une veste bleue et avec un sac à dos à motif de licorne. Cet extrait vidéo de 40 secondes était la dernière image connue d'Aliza pendant les 783 jours suivants. À 17h15, Anna Kravtsova, la mère d'Aliza, a appelé la police. Sa fille n'était pas rentrée à la maison et ne répondait pas aux appels. Le téléphone de la jeune fille était éteint. La distance de l'école à la maison était d'1,2 km, un trajet qu'Aliza parcourait quotidiennement depuis 2 ans. J'ai su immédiatement que quelque chose s'était passé. Aliza n'était jamais en retard de plus de 15 minutes. Elle prévenait toujours quand elle était retardée chez des amis, se souvient Anna Kravtsova. La première patrouille de police est arrivée à la maison de la famille Kravtsov à 18h03. Le sergent Igor Petrov a enregistré le signalement de disparition, mais a noté que l'affaire ne serait officiellement ouverte qu'après 24 heures. Telle était la procédure standard. Contrairement aux instructions, Anna a immédiatement commencé ses propres mesures de recherche. Elle a appelé tous les amis de sa fille, les enseignants et les voisins. Jusqu'à minuit, plus de 30 volontaires ont ratissé la zone entre l'école et la maison de la famille Kravtsov. Jusqu'au matin, leur nombre est passé à 114 personnes. L'enquêteur Nikolai Savin a reçu l'affaire concernant la disparition d'Aliza Kravtsova le 16 octobre à 9h30 du matin. À ce moment-là, 28 témoins avaient déjà été interrogés, dont des enseignants, des camarades de classe et des employés de l'école. La jeune fille a participé aux 6 cours. Rien d'inhabituel n'a été observé dans son comportement. Note ce jour-là. Mathématiques, 1-1, russe, 1-2, éducation physique, dispensée de cours en raison d'un léger rhume, du rapport de la professeure principale, Irina Smirnova. Les données des caméras de surveillance ont confirmé qu'Aliza a quitté l'enceinte de l'école à 14h38. Après cela, sa trace a été perdue. La caméra au coin de la rue Lesnaïa, où elle aurait dû apparaître après 4 à 5 minutes, n'a pas enregistré son passage. Au cours de la première semaine d'enquête, la police a suivi 3 théories principales. Fugue du domicile, écartée en raison de l'absence de motif, et du fait que tous les effets personnels d'Aliza sont restés à la maison. Enlèvement, version la plus probable. Et accident. La recherche dans les ravins et les bâtiments abandonnés est restée sans résultat. Mikhail Kravtsov, le père d'Aliza, qui vivait à Novosibirsk après le divorce, a été soupçonné pendant les 2 premières semaines d'enquête. Une vérification a révélé que le jour de la disparition de sa fille, il se trouvait sur son lieu de travail, ce qui a été confirmé par des caméras de surveillance et des déclarations de collègues. Le 25 octobre, il y a eu une première percée dans l'enquête. Un témoin a rapporté avoir vu une fille ressemblant à Aliza parler avec un homme en vêtements de travail près de l'école. Le portrait robot créé était trop imprécis. Un homme entre 45 et 55 ans, de taille moyenne, en veste sombre et bonnet. À la fin du premier mois de recherche, l'intensité de l'enquête a commencé à diminuer. Toutes les caves et tous les greniers dans un rayon de 2 km du lieu de la disparition avaient été vérifiés. Toutes les personnes précédemment condamnées pour des crimes contre des mineurs et vivant dans la ville ont été interrogées. Des plongeurs ont examiné l'étang de la ville. Plus longtemps un enfant n'est pas retrouvé, plus les chances de le découvrir vivant diminuent. La statistique est impitoyable. Après 72 heures, la probabilité d'une issue heureuse tombe à 30%, après 2 semaines à 10%.
extrait d'une interview avec le criminaliste Andrei Volkov, qui a conseillé sur l'affaire. La recherche d'Aliza a été largement couverte dans les médias locaux et fédéraux pendant les 2 premières semaines. Pendant 1 mois, le visage de la fillette était visible sur les premières pages des journaux. Des volontaires des villes voisines sont venus aider aux recherches. Mais progressivement, l'attention de la société s'est tournée vers d'autres nouvelles. En janvier 2022, 3 mois après la disparition, l'affaire d'Aliza Kravtsova a été requalifiée dans la catégorie « disparue avec suspicion d'issue criminelle ». Cela signifiait que la recherche active était suspendue et que les informations étaient transférées dans des bases de données pour vérification régulière. Anna Kravtsova a refusé d'accepter cette situation. Elle a quitté son emploi pour consacrer tout son temps à la recherche de sa fille. Avec des économies et des prêts, elle a imprimé plus de 100 000 tracts avec la photo d'Aliza qu'elle mettait régulièrement à jour dans toute la ville et dans les localités voisines. J'accrochais de nouvelles annonces toutes les 2 semaines, même si les anciennes n'avaient pas été arrachées. Les gens devaient voir constamment le visage d'Aliza pour se le rappeler. Je savais qu'elle était vivante. Le cœur d'une mère ne se trompe pas, raconte Anna. L'enquêteur Nikolai Savin, contre les instructions de ses supérieurs, a continué à travailler sur l'affaire pendant son temps libre. Il revenait régulièrement aux documents et vérifiait les nouveaux signalements qui devenaient de moins en moins nombreux. Quelque chose ne me laissait pas en paix avec cette affaire. Tout était trop propre. Pas de traces, pas d'indices, comme si Aliza avait simplement disparu sur une distance de 200 mètres entre 2 caméras de surveillance. Extrait du témoignage de l'enquêteur Savin. À l'anniversaire de la disparition d'Aliza, une chaîne de télévision locale a réalisé un court reportage. On y montrait des images de la recherche, des interviews avec la mère et des photos scolaires d'Aliza. Le reportage se terminait par la phrase standard. « Si vous disposez d'informations quelconques, nous vous prions d'appeler la ligne d'urgence. » À ce moment-là, la plupart des habitants de Tikhogorsk s'étaient déjà résignés à l'idée qu'Aliza n'était plus vivante. À l'école numéro 156, dans la classe où Aliza étudiait, une photo commémorative avait été placée. Seules 2 personnes n'ont pas perdu espoir. La mère d'Aliza et l'enquêteur Savin. Et comme l'enquête ultérieure le montrerait, leur persévérance était justifiée. Car tout ce temps, Aliza Kravtsova se trouvait à seulement quelques mètres de ses anciens camarades de classe, sous le sol de l'école numéro 156, dans une pièce secrète, aménagée par une personne que tous considéraient là comme discrète et inoffensive. Viktor Morozov, un concierge d'école de 54 ans, qui avait travaillé dans l'établissement pendant 15 ans, possédait des références irréprochables et était respecté par ses collègues, a transformé un tunnel technique sous l'école en prison pour Aliza. Mais jusqu'à son démasquement, il restait encore de nombreux mois de silence et de désespoir. La pièce où Viktor Morozov détenait Aliza Kravtsova était un espace de 2,5 mètres sur 3 mètres situé dans un tunnel technique sous le gymnase de l'école numéro 156. Selon les documents d'enquête, Morozov a commencé à aménager cette pièce 6 mois avant l'enlèvement. Les tunnels techniques ont été construits dans les années 1970 pour abriter les conduites d'approvisionnement. Sur les plans officiels de l'école, après la rénovation du bâtiment en 1998, ils étaient marqués comme « hors service ». En fait, seul le concierge et quelques employés des entreprises de maintenance étaient au courant de leur existence. Nous n'utilisions que l'étage technique principal pour accéder aux conduites d'approvisionnement. La plupart des employés ne savaient même pas qu'il existait des tunnels supplémentaires, extrait du témoignage du plombier Gennady Petrov, qui s'occupait du bâtiment scolaire. Morozov a créé un passage caché vers le tunnel à travers la réserve d'équipements sportifs.
Le faux mur sur des charnières mobiles ressemblait à une partie ordinaire de la pièce, remplie de boîtes et d'objets ménagers. La pièce elle-même était soigneusement insonorisée avec de vieux matelas et des plaques de polystyrène. Les murs étaient recouverts de planches. Le sol était recouvert de linoléum. La ventilation se faisait par un tuyau spécialement installé par Morozov qui menait à l'arrière-cour de l'école derrière les conteneurs à ordures. L'équipement de la pièce comprenait un lit métallique avec un matelas mince, une table en plastique et une chaise, des toilettes chimiques, un lavabo avec raccordement d'eau au système de l'école, un chauffage électrique, une lampe faible connectée au réseau électrique de l'école, une armoire métallique pour les vêtements et les articles d'hygiène. Selon le témoignage d'Aliza, l'éclairage dans la pièce était faible. Souvent la lampe ne fonctionnait que quelques heures par jour. Morozov expliquait cela par la nécessité d'économiser l'électricité pour ne pas éveiller les soupçons par une consommation accrue. Je n'ai pas vu la lumière du soleil pendant 783 jours. Seulement une faible ampoule jaune et une lampe de poche qu'il laissait parfois, extrait du premier entretien d'Aliza avec des psychologues après sa libération. Le 15 octobre 2021, jour de l'enlèvement, a été reconstitué par les enquêteurs sur la base des témoignages de la victime et de l'auteur lui-même. Morozov a attiré Aliza à l'école après les cours, disant que sa mère avait demandé de récupérer quelques affaires dans le vestiaire. Après avoir conduit Aliza dans la réserve du gymnase, il l'a assommée d'un coup à la tête, puis l'a emmenée dans la pièce préparée. Quand je me suis réveillé, il faisait complètement noir. Je ne comprenais pas où j'étais. Ma tête me faisait très mal. Au début, j'ai pensé que j'étais morte, extrait du témoignage d'Aliza. Le régime de détention établi par Morozov était strictement réglementé. Il venait 2 fois par jour, le matin entre 6 et 7 heures, avant le début des cours, et le soir entre 19 et 20 heures, quand il ne restait plus que les nettoyeurs dans le bâtiment. Il apportait de la nourriture, les articles d'hygiène nécessaires et éliminait les déchets. L'alimentation, reconstituée à partir des tickets de caisse trouvés dans l'appartement de Morozov, était frugale mais suffisante pour maintenir la vie. Pain, céréales, pâtes, conserves, conserves de viande, conserves de poisson, légumes frais en quantité limitée, fruits, pommes, bananes, 1 fois par semaine, lait et kéfir, chocolat, les jours de fête. Pendant toute sa captivité, Aliza n'a reçu aucune aide médicale. Lors des maladies dues au froid, Morozov lui donnait des médicaments antiviraux ordinaires qu'il achetait à la pharmacie. J'ai eu 2 fois une très forte fièvre. Je pensais que j'allais à mourir. Il apportait du paracétamol et me forçait à boire beaucoup, se souvient Aliza. Psychologiquement, l'aspect le plus difficile de la captivité était la présence constante de vie au-dessus de sa tête. À travers le plafond, les bruits de l'école pénétraient distinctement. La sonnerie des cours, les voix d'enfants, le rebond des ballons dans le gymnase, des pas. J'entendais comment ils couraient pendant le cours de sport. Parfois, je reconnaissais les voix des professeurs. Quand les enfants riaient pendant la récréation, je me bouchais les oreilles et je pleurais, raconte Aliza. Selon Aliza, durant les premiers mois de captivité, elle se trouvait dans un état de peur constante et de désespoir. Morozov menaçait de la tuer, elle et sa mère, si elle essayait d'attirer l'attention ou de s'enfuir. Aliza a fait plusieurs tentatives pour attirer l'attention ou pour appeler, mais l'isolation phonique et le bruit de l'école rendaient ces tentatives infructueuses. Je criais quand j'entendais beaucoup de voix au-dessus de ma tête. Je criais jusqu'à m'enrouer. Puis j'ai compris que c'était inutile et j'ai arrêté. Avec le temps, Aliza a développé un système pour s'orienter dans le temps.
Elle a créé un calendrier avec des rayures sur le mur et marquait les jours. Elle déterminait l'heure de la journée en fonction de la sonnerie et des bruits dans l'école. Elle a appris l'emploi du temps grâce aux bruits et aux activités au-dessus de sa tête. Morozov a avoué lors de l'interrogatoire avoir développé un lien étrange avec sa victime. Il lui apportait des livres de la bibliothèque de l'école, des cahiers et des crayons. Au 3e mois de captivité, il lui a offert une radio qui fonctionnait uniquement sur une fréquence avec la station de radio nationale. Dans les cahiers trouvés lors de la libération, Aliza tenait un journal, dessinait et résolvait des problèmes mathématiques tirés de manuels scolaires. Les psychologues notent que cette activité intellectuelle a probablement aidé Aliza à préserver son esprit dans des conditions de privation sensorielle. Je savais que je devais continuer à apprendre. J'imaginais que j'étais assise en classe avec tous les autres. Je résolvais les problèmes que j'entendais quand le cours de mathématiques avait lieu, raconte Aliza. Sur les murs de la pièce, des centaines de dessins réalisés avec des crayons et des stylos ont été découverts. Ils reflètent l'état psychologique d'Aliza à différentes phases de sa captivité. Dans les premiers mois, les images sombres dominaient, principalement de la maison et de la famille. Dans la période intermédiaire, elle a créé des motifs abstraits, des labyrinthes et des formules mathématiques. Dans la dernière période, elle a créé des compositions complexes avec beaucoup de détails et a essayé de reproduire des paysages naturels. Il est notable que sur aucun des dessins n'apparaisse Blas Morozov lui-même ou l'espace de captivité. L'interaction avec le ravisseur, selon le témoignage d'Aliza, était minimale. Morozov lui parlait rarement et donnait principalement des instructions brèves. Pendant la première année, il réagissait agressivement à toute tentative de poser des questions. La deuxième année, il est devenu plus communicatif et racontait parfois des événements de l'école ou de la ville. Il disait qu'il prenait mieux soin de moi que mes parents, que je devrais être reconnaissante. J'acquiesçais et j'étais d'accord parce que j'avais peur, se souvient Aliza. Selon l'examen médical et les entretiens psychologiques, il n'y a pas eu de violence physique de nature sexuelle. Cependant, il y a eu des cas de punition physique pour des tentatives de comportement inapproprié, des coups de règle sur les mains, privation de nourriture pendant une journée. Au cours de la 2e année de captivité, Aliza a développé des signes de dépression sévère et d'adaptation psychologique à la situation. Elle opposait moins de résistance, accomplissait toutes les exigences de Morozov et montrait des signes du soi-disant syndrome de Stockholm, un lien psychologique avec l'agresseur. C'est une réaction normale de la psyché à une situation traumatisante prolongée. Aliza s'adapte aux conditions qu'elle ne peut pas changer, explique la psychologue Irina Kovaleva, qui a travaillé avec Aliza après sa libération. Un facteur important dans l'état psychologique d'Aliza était l'espoir constant de sauvetage. Dans son journal, elle mentionnait souvent sa mère et exprimait la conviction que celle-ci n'arrêterait pas les recherches. « Maman me trouvera. Je le sais. Je dois juste attendre. » Note du 12 juin 2022, écrite en marge d'un manuel de russe. Vers la fin de la 2e année de captivité, Morozov a commencé à montrer des signes de nervosité. Selon Aliza, il parlait souvent de la nécessité d'un déménagement et mentionnait que l'école n'était plus sûre. Comme l'ont révélé plus tard les enquêtes, cela coïncidait avec l'apparition d'une nouvelle femme de ménage, Svetlana Orlova, à l'école, qui commençait à remarquer des bizarreries dans le comportement du concierge. Aliza a passé 783 jours dans l'espace souterrain. Pendant ce temps, elle a grandi de 7 cm, perdu 5 kg, rempli 18 cahiers de textes et de dessins, lu 43 livres apportés par Morozov et survécu à 2 maladies graves sans aide médicale. Lors de sa découverte le 5 décembre 2023,
Les médecins ont constaté chez Alisa ce qui suit: anémie de gravité moyenne, avitaminose, atrophie musculaire partielle, perturbation du cycle de sommeil, signes de dépression et SSPT. Compte tenu des conditions de détention, l'état physique de la victime peut être considéré comme satisfaisant. Cela témoigne d'un haut niveau de résistance et de la capacité de l'organisme à s'adapter à des conditions extrêmes. Extrait du rapport de la commission médicale. Les experts estiment que le retour d'Alisa à une vie normale sera un long processus. La réhabilitation physique peut durer de 6 mois à 1 an. La psychologique, plusieurs années. Le plus important est qu'Alisa n'a pas perdu la capacité de faire confiance aux gens. Elle établit activement des contacts, exprime des émotions et fait des projets pour l'avenir. C'est un bon signe pronostique, constate la psychologue Kovaleva. Au cours de l'enquête, il a été établi que Morozov n'avait pas choisi Alisa comme victime par hasard. Il l'avait observée pendant plusieurs mois. Dans son appartement ont été trouvées des photos d'Alisa prises avec une caméra cachée sur le terrain de l'école et un cahier séparé avec des notes sur son emploi du temps et ses itinéraires de déplacement. Je voulais que quelqu'un dépende entièrement de moi. La seule explication de ces motifs que Morozov a donnée lors de l'interrogatoire, refusant de répondre à d'autres questions sans avocat. L'enquête sur le cas d'Alisa Kravtsova a reçu une impulsion inattendue le 15 septembre 2023, presque 2 ans après sa disparition. Ce jour-là, Svetlana Orlova, une femme de ménage de 25 ans qui avait commencé à travailler à l'école numéro 156, a remarqué le comportement étrange du concierge Viktor Morozov. Il arrivait toujours à l'école avant tout le monde et partait le dernier. À certains moments, vers 6 heures du matin et après 7 heures du soir, il interdisait à quiconque de se tenir dans le couloir près du gymnase, expliquant cela par la vérification des systèmes de communication, de la déposition d'Orlova. Au début, la femme de ménage n'y prêtait pas attention. La situation a changé le 28 septembre, lorsqu'elle a découvert par hasard des emballages alimentaires avec des tickets de caisse dans la poubelle. La quantité d'achats lui semblait excessive pour un homme célibataire. Le 10 octobre, Orlova a remarqué que Morozov transportait un sac contenant ce qui ressemblait à du linge sale depuis le débarras du gymnase. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il faisait, le concierge a réagi avec agressivité et lui a interdit de s'approcher de cet endroit. J'ai commencé à venir délibérément plus tôt et à observer. 3 fois, j'ai vu comment il transportait de la nourriture dans le débarras du gymnase, bien qu'il n'y ait pas de réfrigérateur. Une fois, j'ai remarqué qu'il transportait des serviettes hygiéniques. Cela m'a définitivement convaincu que quelque chose n'allait pas, raconte Orlova. Le 20 octobre, un incident s'est produit qui est devenu le tournant dans l'enquête. Un élève de 7e, Dimitri Volkov, accomplissait une punition. Il nettoyait le sol du gymnase après les cours. Dans la salle vide, il a entendu un étrange cognement qui venait d'en bas. Je pensais que c'était à les tuyaux. Mais ensuite, les coups sont devenus rythmiques, comme si quelqu'un frappait intentionnellement. Je l'ai raconté au professeur de sport, mais il a dit que c'était le système de chauffage, de l'entretien avec Dimitri. Le garçon a partagé son observation avec sa mère, qui connaissait l'histoire de la disparition d'Alisa. Elle a appelé la ligne d'assistance et a signalé le bruit étrange. Le signalement a été enregistré, mais pas traité immédiatement. Parallèlement, l'enquêteur Nikolai Savin, qui s'occupait toujours officieusement de l'affaire, a remarqué une étrange régularité dans les charges de l'école numéro 156. L'analyse a montré que la consommation d'eau dans le bâtiment pendant les vacances et les week-ends était inhabituellement élevée pour un bâtiment vide. J'ai demandé des données sur 2 ans. À certains moments, tôt le matin et tard le soir, une consommation stable d'eau était enregistrée, même lorsque l'école était fermée. Cela contredisait la logique du rapport de l'enquêteur.
Le 1er novembre, Svetlana Orlova a découvert dans la poche de la veste de travail de Morozov, laissée dans le débarras, un ticket de caisse d'un magasin pour enfants pour l'achat d'un t-shirt de taille adolescent. Inquiète de cette trouvaille, elle a photographié le reçu et l'a envoyé anonymement par email à la police, en indiquant le nom du concierge. Cette information est parvenue à l'enquêteur Savin, qui l'a immédiatement mise en relation avec les données sur la consommation d'eau. Le 3 novembre, il a obtenu un mandat pour la surveillance secrète de Morozov. Nous avons installé des caméras cachées aux entrées des sous-sols de l'école et dans la cour arrière. Nous avons commencé à suivre les mouvements du suspect, rapporte Savin. Le 15 novembre, la surveillance a enregistré comment Morozov est entré dans le débarras du gymnase à 6h12 du matin avec un sac de nourriture et en est ressorti 18 minutes plus tard sans le sac. Le soir du même jour, le scénario s'est répété. Le 25 novembre, une inspection secrète des plans techniques de l'école a été réalisée. Il s'est avéré que dans la documentation manquaient des plans détaillés des connexions de la cave, probablement en raison d'une perte lors de la rénovation du bâtiment. Nous avons fait appel à un spécialiste avec une caméra thermique pour scanner le sol du gymnase. Les résultats ont montré une activité thermique anormale dans le coin nord-est de la salle, ce qui indiquait la présence d'un espace chauffé sous le sol, du rapport technique. Le 1er décembre, l'enquêteur Savin a reçu un mandat de perquisition pour les locaux de l'école, en particulier pour le débarras du gymnase et les salles techniques en dessous. L'opération a été planifiée pour le 5 décembre afin de minimiser la présence d'enfants dans le bâtiment. 24 heures avant la perquisition prévue, la police a mis en place une surveillance 24 heures sur 24 de Morozov. L'enquêteur Savin a décidé d'arrêter le suspect lors de sa prochaine tentative d'accès à la pièce secrète. Le 5 décembre 2023 à 6h04 du matin, Victor Morozov est arrivé à l'école numéro 156. Les caméras de surveillance ont enregistré comment il est entré dans le bâtiment du côté de la cour de service et porté 2 sacs de nourriture. À 6h07, il s'est rendu au gymnase, où il a été immédiatement arrêté par le groupe d'intervention sous la direction de l'enquêteur Savin. Lors de l'arrestation, Morozov a résisté, a tenté de s'enfuir, criant que la police n'avait pas le droit d'être dans l'école. Dans ses sacs, ils ont trouvé du pain, du lait, des pommes, du chocolat et un ensemble de sous-vêtements féminins de taille jeunesse. Quand nous avons demandé à qui ces choses étaient destinées, il s'est tu et a demandé un avocat, se souvient l'un des agents. Après l'arrestation de Morozov, le groupe de techniciens en criminalistique a commencé à examiner le débarras du gymnase. La superficie totale de la pièce était de 18 mètres carrés. À première vue, c'était un débarras ordinaire, rempli de boîtes, d'équipements sportifs et d'outils. À 6h42, le technicien en criminalistique Oleg Vasiliev a découvert une anomalie dans la construction du mur arrière. En l'examinant de plus près, il s'est avéré qu'une partie du mur pouvait être déplacée sur des charnières métalliques et formait un passage de 70 sur 120 cm. Le mécanisme était pensé dans les moindres détails. Le faux mur était maintenu par des contrepoids et s'ouvrait presque sans bruit. De l'extérieur, la construction ressemblait à un mur ordinaire. De l'intérieur, elle était renforcée de plaques métalliques, extrait du rapport des techniciens en criminalistique. Derrière le passage se trouvait un étroit corridor d'environ 5 mètres de long, menant à une porte métallique verrouillée. La porte était équipée de 3 serrures et d'un verrou. À 7h15, après l'intervention d'un spécialiste pour ouvrir les serrures, un groupe de secouristes et de médecins est entré dans la pièce. Sur le lit se trouvait Alissa Kravtsova, émaciée, avec de longs cheveux ébouriffés, vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon de sport. Alissa ne dormait pas,
et s'est recroquevillée dans le coin du lit à la vue des étrangers. La première chose qu'elle a demandé était « Êtes-vous réel ?» Nous avons confirmé que nous étions de vrais policiers et que nous étions venus la sauver. Elle a éclaté en sanglots, raconte le sergent Olga Smirnova, qui est entrée la première dans la pièce. L'examen médical sur place a montré que l'état d'Aliza était stable. Température corporelle 36,6 degrés Celsius, pouls accélérés, 110 battements par minute, pression artérielle abaissée, 90/60 mmHg. Aucune blessure visible n'a été trouvée. À 7h35, Alissa a été sortie du sous-sol sur une civière et emmenée dans une ambulance. Le terrain de l'école était bouclé à ce moment-là. La directrice de l'école, Elena Sokolova, qui était arrivée sur les lieux, était en état de choc. Je n'arrive pas à croire que cela s'est produit dans notre école, sous nos pieds. Comment avons-nous pu ne pas le savoir ? Extrait du premier commentaire de la directrice à la presse. À 7h47, Anna Kravtsova, la mère d'Aliza, est arrivée à l'hôpital. Les médecins ont autorisé une brève rencontre sous la supervision d'un psychologue. C'était l'une des scènes émotionnellement les plus fortes que j'ai vues en 15 ans de travail. La mère et la fille se sont d'abord simplement regardées, ne croyant pas à la réalité de ce qui se passait. Puis Aliza a chuchoté « Maman » et elles se sont enlacées en pleurant, se souvient la psychologue Irina Kovaleva. L'examen détaillé d'Aliza à l'hôpital a révélé plusieurs problèmes de santé, mais à la surprise des médecins, l'état d'Aliza était meilleur que prévu pour une personne ayant passé plus de 2 ans en captivité souterraine. La patiente a été diagnostiquée avec une anémie, une carence en vitamine D, un tonus musculaire réduit et des problèmes de vision. Il n'y a cependant aucun signe d'infection grave, de fractures osseuses ou de maladies systémiques, extrait du rapport médical. La pièce dans laquelle Alissa était détenue a été soigneusement examinée par les techniciens criminalistiques. Dans la pièce, 18 cahiers contenant des notes et des dessins ont été trouvés. De plus, les enquêteurs ont découvert 43 livres du programme scolaire et de fiction. Un calendrier fait maison à partir d'entailles sur le mur, une radio à pile, des provisions alimentaires pour 3 à 4 jours, ainsi que des objets personnels et d'hygiène. Le système de vidéosurveillance a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Une caméra cachée était installée dans la chambre, connectée à un moniteur dans l'appartement de Morozov. Selon ses propres aveux, il observait Alissa quand il n'était pas avec elle. Le même jour, la police a perquisitionné l'appartement de Morozov. Des enregistrements concernant la routine quotidienne d'Aliza ont été trouvés. Les officiers ont découvert des plans détaillés de l'école avec des marques sur les mouvements du personnel et plus de 200 photos d'Aliza prises avant l'enlèvement. Ils ont également trouvé un journal pour enregistrer la nourriture et les médicaments qu'il lui donnait, ainsi que des clés USB contenant des enregistrements de la caméra dans la chambre. Viktor Morozov, emmené au centre de détention provisoire, a refusé de témoigner sans avocat. Lors de l'examen psychiatrique, un trouble de la personnalité a été diagnostiqué chez lui, mais il a été jugé responsable et capable d'assumer la responsabilité de ses actes. Il était pleinement conscient du caractère criminel de ses actions. La planification était méthodique, avec des précautions bien réfléchies. Extrait du rapport de l'examen psychiatrique. La nouvelle de la découverte d'Alissa Kravtsova, considérée comme décédée, est devenue une sensation d'ampleur fédérale. La zone autour de l'école numéro 156 est devenue un lieu de pèlerinage pour les journalistes de tout le pays. C'est à la fois un miracle et un cauchemar. Un miracle qu'Alissa ait survécu et ait été retrouvée. Un cauchemar que cela se soit produit sous les yeux de tous. Commentaire d'un expert en criminalistique dans les informations du soir.
Le procès contre Viktor Morozov a commencé le 15 mars 2024. Il a été accusé d'enlèvement d'une personne mineure, de privation illégale de liberté, de coups et blessures graves et de violences psychologiques. La procédure s'est déroulée à huis clos car une mineure était impliquée. Alisa Kravtsova a donné son témoignage par vidéoconférence en présence d'un psychologue. Selon le rapport des experts, une rencontre directe avec Morozov aurait pu lui causer des traumatismes psychologiques supplémentaires. Le 21 avril 2024, le tribunal a prononcé la sentence. 19 ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire à régime strict et surveillance psychiatrique obligatoire pendant 5 ans par la suite. Morozov a partiellement reconnu sa culpabilité et a affirmé qu'il prenait soin d'Alisa et ne voulait pas lui faire de mal. Par décision de justice, l'ancien concierge a également été condamné à verser une indemnité de 5 millions de roubles pour préjudice moral en faveur de la victime. Compte tenu de l'absence de biens significatifs du condamné, le paiement effectif de cette somme reste incertain. La réhabilitation physique d'Alisa Kravtsova a duré environ 4 mois. Selon le médecin traitant Natalia Ivanova, les principaux problèmes étaient la restauration du tonus musculaire, l'adaptation à la lumière du jour normale et la normalisation du rythme du sommeil. D'ici mai 2024, la plupart des indicateurs physiologiques sont revenus à des valeurs normales pour son âge. Le plus difficile était de réapprendre à marcher sur de plus longues distances. Au cours des 2 premières semaines, elle pouvait à peine parcourir 100 mètres, d'une interview avec l'expert en réhabilitation, Sergueï Petrov. La réhabilitation psychologique s'est avérée être un processus plus long. Alisa a été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique, des symptômes d'anxiété et des crises de panique occasionnelles. L'adaptation aux espaces ouverts et l'interaction avec des personnes inconnues ont été particulièrement difficiles pour elle. L'isolement prolongé pendant l'âge de la puberté a perturbé le processus normal de socialisation. Nous travaillons à restaurer la confiance fondamentale dans le monde et à établir des liens sociaux sains, commente la psychologue Irina Kovaleva. Jusqu'en septembre 2024, Alisa a pu reprendre ses études, non pas dans une école normale, mais par l'enseignement à domicile avec une intégration progressive d'activités de groupe. Malgré une pause de 2 ans, Alisa a montré de bonnes connaissances dans les matières principales, notamment en mathématiques et en russe, qu'elle avait continué à étudier de manière indépendante pendant sa captivité. L'histoire d'Alisa a suscité une large résonance publique et a conduit à des changements systémiques dans le domaine de la sécurité des établissements d'enseignement. Le ministère de l'Éducation a lancé un programme national pour vérifier tous les espaces techniques dans les écoles du pays, révélant plus de 3000 violations de sécurité et écarts par rapport au plan de construction. Un système d'alarme obligatoire a été installé à toutes les entrées techniques des sous-sols et des greniers des écoles. De nouveaux protocoles pour l'embauche de personnel technique dans les établissements d'enseignement ont été développés, y compris la vérification obligatoire des troubles mentaux. Le contrôle sur la délivrance des clés pour les espaces techniques a été renforcé et des journaux de visite électroniques ont été introduits. La directrice de l'école numéro 156, Elena Sokolova, a été licenciée avec la formulation « en raison » d'une perte de confiance. Lors de l'enquête interne, il s'est avéré qu'elle avait ignoré les plaintes du personnel concernant le comportement étrange de Morozov et n'avait pas assuré un contrôle adéquat des espaces techniques. Svetlana Orlova, la femme de ménage dont la vigilance a joué un rôle clé dans le sauvetage d'Alisa, a reçu la décoration d'État pour le sauvetage de vies humaines et une prime monétaire du gouvernement régional. Elle continue de travailler à l'école numéro 156, qui est à maintenant dirigée par un nouveau directeur. L'enquêteur Nikolai Savin a été promu au grade de commandant
est nommé chef du département d'enquête sur les crimes contre les mineurs. Sous sa direction, un protocole spécial pour la recherche d'enfants disparus a été créé, qui a reçu le nom de protocole Alisa. Anna Kravtsova, la mère d'Alisa, après s'être réunie avec sa fille, a fondé la fondation caritative Je crois et je cherche pour soutenir les enfants disparus. La fondation offre un soutien psychologique et juridique aux familles dont les enfants sont portés disparus et finance également des opérations de recherche. Le plus important est de ne jamais abandonner. Même quand tout le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir, il faut continuer à chercher. Mon cas montre que les miracles se produisent, dit Anna dans ses discours aux parents d'enfants disparus. En septembre 2024, Alisa Kravtsova poursuit son cours de réhabilitation. Dans une rare interview qu'elle a accordée à un magazine pour enfants avec l'autorisation des psychologues, Alisa a parlé de son désir de devenir architecte à l'avenir. J'ai passé beaucoup de temps à dessiner des maisons et des espaces dans mon cahier. Maintenant, je veux concevoir de vraies maisons, spacieuses, lumineuses, avec de grandes fenêtres et beaucoup de sorties. Les journalistes qui suivent l'histoire remarquent l'étonnante résilience d'Alisa, qui a surmonté une épreuve qui aurait brisé la plupart des adultes. Les psychologues décrivent le cas d'Alisa Kravtsova comme un exemple exceptionnel de résilience et d'adaptabilité humaine. La pièce secrète sous le gymnase de l'école numéro 156 a été murée par décision des autorités municipales. À sa place, une plaque commémorative a été installée avec l'inscription « En mémoire des 783 jours de courage d'Alisa Kravtsova, 2021-2023 ». L'histoire d'Alisa, qui a survécu en captivité souterraine, est devenue un rappel que parfois les crimes les plus horribles se produisent juste sous nos pieds, cachés à la vue seulement par une mince couche de béton et l'indifférence humaine